même si j'ai 15 minutes, je tiens quand même à remercier Isabelle Olivier et l'équipe qui l'entoure pour cette invitation. Alors vous allez avoir plein de remerciements toute la journée, parce qu'on est nombreux à intervenir, mais je voulais rajouter un remerciement pour la revue, qui est elle-même déjà un espace d'échange bien accueillant depuis 20 ans. Alors moi j'avais un titre qui m'a été proposé par Isabelle Olivier, donc pourquoi est-ce si difficile de supporter la folie? Alors bien sûr je ne vais pas répondre vraiment, puisque c'est difficile de dire pourquoi, dans un domaine aussi complexe, de définir une cause, plutôt dans des logiques d'approximation, d'accolement, c'est de cerner un objet sans réellement le saisir. Et la folie et la relation qu'elle engendre sont des objets bien trop complexes pour se saisir globalement. Donc moi je vous propose un point de vue qui est issu de ma pratique de psychologue clinicien dans le secteur de psychiatrie pour adultes. Donc en cela je vais prolonger les réflexions précédentes, et notamment ce qu'a amené Nicolas Georgette, donc après tout, vouloir se mettre dans une écoute qu'on pourrait qualifier d'empathique, du monde interne, quelqu'un qui souffre dans ses liens intersubjectifs, qu'est-ce que ça cause aussi dans le monde interne de la personne qui prétend apporter cette écoute. Donc accueillir les productions psychiques des sujets souffrant de psychose est toujours une véritable épreuve pour les praticiens du soin psychique. La folie est difficile à supporter pour celui qui en souffre, et aussi difficile à supporter pour celui qui ambitionne de la soigner. Alors, c'est plutôt parler de folie, moi je parlerais de part psychotique de la personnalité, enfin un peu dans les réserves qui ont déjà été faites tout à l'heure. On ne peut pas réduire quelqu'un à une modalité de souffrance, et cette souffrance elle s'exprime de manière différente selon les moments, les situations, et en tout cas, on ne peut pas écouter quelqu'un en se concentrant uniquement sur cet aspect-là. Il faut essayer d'écouter globalement. Donc cette folie, cette part psychotique, elle a un impact majeur sur l'établissement d'une relation. On peut dire qu'elle est difficile à supporter pour le clinicien parce qu'elle vient troubler son écoute. Elle vient aussi troubler le monde interne du clinicien. Alors, se trouve cette difficulté, pour moi, elle va être au cœur de la relation thérapeutique. C'est une sorte de mal nécessaire à la rencontre clinique, à la mise en place d'une dynamique intersubjective. D'ailleurs, ce trouble n'est pas constant. Il peut être présent dans les premiers temps de l'établissement de la relation, dans des moments d'acuité et d'angoisse. Je ne pense pas qu'il soit permanent non plus. Alors, dans une approche comme ça, psychodynamique, moi j'ai fait référence à un mouvement transférentiel, et un des premiers, l'analyste anglais, Rosenfeld, qui a théorisé ces mouvements transférentiels, il parlait d'emblée d'une véritable mise à l'épreuve en fonction du type d'écoute. Si j'attends quelque chose et que je ne l'ai pas, j'aurai une théorie déficitaire. Si je suis confronté à une énigme, j'aurai une théorie très sophistiquée qui va devenir elle-même énigmatique. On collabore une clinique, la théorisation des psychos, en fonction des attentes du clinicien. Bon, si je fais l'évaluation, je ne vais pas tenir un quart d'heure. Donc, la psychose, elle se rencontre dans une situation relationnelle qui est particulière. Il n'y a pas d'examen médicaux au sens classique du terme, on peut faire une radio, une analyse de sang qui donne diagnostiquerait la maladie. C'est bien parce qu'on a créé un certain type de relation, et cette relation va nous interpeller. Et c'est pas seulement l'énoncé des troubles, les difficultés qui sont repérées, qui interrogent, mais c'est bien souvent la façon de les énoncer qui engendre un sentiment de malaise, d'étrangeté, de désarroi. Après tout, le contenu d'un délire, il n'y a rien d'extraordinaire. Penser que quelqu'un nous aime, penser que quelqu'un nous en veut et malveillant vis-à-vis de nous, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est la manière dont on va faire les choses, la manière dont on va se situer dans cette question-là, qui va accrocher l'interlocuteur. Quand la relation est établie, l'affect est soit absent, soit envahissant. Les pensées des deux interlocuteurs ne se font pas écho. Il est difficile d'anticiper sur les propos d'autrui. Les mots semblent prendre des sens différents. La distance relationnelle ne paraît jamais vraiment établie. On est trop proche ou trop loin. On est vite confronté à un sentiment de persécuter l'autre, au contraire, d'être prise avec une grande indifférence. L'angoisse est présente, diffuse ou massive, mais sans distance possible.
au-delà de la relation et l'angoisse qui s'exprime, c'est toute la pensée du sujet qui semble atteinte, et c'est peut-être l'un des plus grands drames de ce type de souffrance, c'est de ne plus pouvoir compter sur sa pensée pour organiser son vécu, ses relations, de pouvoir compter sur sa pensée pour se questionner sur son état, pour se comprendre. Donc, la relation avec un sujet aux prises avec un état psychotique affecte nécessairement un degré ou un autre la relation. Et l'établissement d'une relation thérapeutique reste un enjeu majeur et incertain. La place du thérapeute n'est jamais assurée. Ces modalités de contact, elles vont susciter un vécu particulier chez le clinicien qu'on pourrait décrire comme un désarroi interne dans l'écoute du patient. Un désarroi qui mène à un sentiment comme ça d'impuissance, le sentiment aussi qu'il y a une intelligibilité qui est possible, on peut se comprendre, mais ça n'a pas d'effet. Pour le dire autrement, au désordre présenté par le patient répond le désordre interne du clinicien. Vraiment, on peut vivre des moments de désorganisation qui vont rendre difficile la prise de notes après un entretien, qui vont mettre en doute la possibilité même de communiquer, d'échanger. On a une série d'ensembles conceptuels qui permettent de penser la psychose, d'avoir une représentation cohérente des angoisses, des processus à l'œuvre dans les psychoses de l'adulte. Mais sur le plan de la pratique clinique, il ne s'agit pas uniquement de penser la psychose, de se représenter les processus psychotiques chez le sujet qui en souffre, mais il faut aussi pouvoir penser avec la psychose, c'est-à-dire en pénétrer les logiques, établir une sorte de familiarité avec ces processus, trouver une forme d'accordage, en saisir les effets sur la relation thérapeutique et sur ses propres attentes. Autrement dit, il faut pouvoir aussi accepter le contact avec le retour de processus qu'on qualifie d'archaïques au sein de son propre fonctionnement psychique. Et ces logiques ne sont pas sans conséquence sur la pensée du clinicien qui est engagé dans ce type de pratique. Ces logiques, elles contraignent un changement de registre, elles ont un effet en quelque sorte de désymbolisation qui va trouver l'organisation interne. Alors, je suis en train de me demander qu'est-ce que je coupe. Alors bon, et on a un collègue lyonnais, je veux citer quand même Jack Hoffman, qui définissait ce qu'il appelait la peur du fou en donnant 4 repères. Alors, je trouve toujours intéressant à voir 4 sentiments fondamentaux. Le premier sentiment, c'est un sentiment d'invasion. Le patient est toujours là, on croit l'entendre même qu'il n'est plus là. On ne pas dans le couloir, on pense que c'est la personne avec laquelle on pense pas. Le sentiment, c'est un sentiment de village. On est épuisé, on est vidé. C'est moi on dit qu'il faut donner des limites aux patients pour protéger les comptes. Troisième type de sentiment, c'est le sentiment d'inanité, le sentiment d'être réduit à rien, le sentiment qui pousse à une désespérance thérapeutique. Rien ne sert à rien. Quatrième repère donné par Hoffman, plus profond, c'est l'émergence du non-sens. Sentiment difficilement dissible avec des mots, on est confronté à l'informe, l'impensable, on est vraiment là dans une mélancolisation du soin. Ces 4 éléments nous donnent des éléments sur le désarroi vécu par le clinicien dans sa rencontre avec son patient. On peut se poser la question si est-ce que c'est un effet d'un mouvement transférentiel, ce désarroi, ou est-ce que c'est le simple effet de la rencontre? Est-ce que c'est juste l'effet du réaménagement qui est nécessaire pour rentrer en contact avec le patient? Autrement dit, le vécu du clinicien est-il réductible à l'induction du vécu de son patient, ou est-ce que c'est un trouble lié aux attentes du clinicien dans sa rencontre avec un sujet qui est aux prises avec des états psychotiques? Autrement dit, l'attente de s'appuyer sur des registres psychiques différenciés, un usage réflexif du langage, une différenciation en soi et autrui qui est bien établie. En fait, les théorisations psychodynamiques, les mouvements transférentiels, elles se sont organisées en fait selon 2 axes qui sont assez révélateurs de cette problématique. D'une part, les auteurs ils ont travaillé sur une approche comme ça, la psychothérapie comme étant un travail en soi, un travail sur le monde interne du patient, un travail entre guillemets narcissique, l'appropriation d'un monde interne chaotique qui est marqué par la destructivité. Sa destructivité sera déposée dans la relation thérapeutique, dans un modèle
issu des travaux de Mélanie Klein et Rosenfeld. Le travail thérapeutique consiste à élaborer cette explosivité interne qui est déposée dans la relation thérapeutique. Et un deuxième axe, un deuxième modèle, il s'agit plus d'un travail d'appropriation d'une histoire, du lien chaotique avec l'environnement, du lien avec l'objet, qui va se répéter dans la relation thérapeutique. Ça, c'est le modèle winnicottien, c'est le modèle Balint. Le travail thérapeutique consiste à permettre que ces troubles de la relation avec l'environnement primaire se redéploient dans la relation thérapeutique pour pouvoir être élaborés. Mais si on rassemble un peu ces deux axes, on peut penser que la psychose, ça renvoie à un travail sur une matière psychique, sur une matière première psychique, qui ne permet pas la différenciation entre ce qui vient d'autrui et ce qui vient de soi, ce qui vient du monde interne et ce qui vient de la relation avec l'objet. Et à ce moment-là, le patient et son thérapeute se livrent à un travail de co-construction, de co-pensée, qui permet une attribution ultérieure, un repérage en deux coordonnées, deux axes, un axe narcissique, ce qui vient du monde interne du patient, et un axe objectal, un axe qui concerne la relation avec l'environnement. Autrement dit, cette rencontre avec un sujet qui souffre d'un état psychotique, elle confronte le clinicien à une reprise d'une problématique inachevée, inaboutie, à une clinique non différenciée psychiquement, en les contraignant l'un et l'autre, à essayer d'arbitrer qu'est-ce qui vient de l'un, qu'est-ce qui vient de l'autre, qu'est-ce qui appartient au monde interne de l'un, qu'est-ce qui appartient au monde interne de l'autre. C'est ce qui produit ce que décrit Searle dans cet effort pour rendre l'autre fou, qui rend bien compte du fait qu'il y a des troubles de différenciation entre soi et autrui, et qui est le siège d'un travail psychique intersubjectif. Le simple fait d'essayer de se concentrer sur des productions qui sont elles-mêmes peu différenciées, ça va amener ce type de différenciation dans l'écoute. D'où quelques conséquences cliniques, quand la boucle est rompue, quand les logiques en présence sont de nature différente, quand les processus d'attribution à soi et autrui ne sont plus semblables, qu'est-ce qui se produit? Quand la différenciation entre représentation et perception est incertaine, changeante, quand la différence entre soi et autrui est soit désinvestie, soit utilisée comme mécanisme de défense, de projection du dépôt, quand la réalité apparaît comme une construction qui n'a pas forcément beaucoup de points communs entre les deux protagonistes, quels processus psychiques peuvent être mis en commun, en résonance? Dans toutes les situations thérapeutiques, il y a bien deux sujets qui cherchent à se comprendre. Je dis bien les deux, je pense que le patient cherche aussi à comprendre son thérapeute, ses intentions, son activité. Donc il y a bien deux sujets qui cherchent à se comprendre. Et quand la psychose trouble le rapport à soi, trouble le rapport à autrui, et surtout le rapport à autrui en soi, on a intériorisé d'autrui, ce ne sont plus seulement les repères de celui qui souffre de la psychose qui sont troublés, mais c'est le clinicien. Donc le clinicien ne peut pas s'appuyer sur un monde interne constitué d'un système représentatif secondarisé. Les premiers temps de la psychothérapie des psychoses font moins à des pensées cachées qu'à l'émergence de processus de pensée en échec. Le sujet qui ne parvient pas à se représenter, qu'il est en train de représenter, va transmettre cette difficulté. Il y a un échec du processus par lequel le sujet peut se représenter, puis qu'il représente. Donc on peut dire que pour le clinicien, il s'agit de mobiliser aussi en lui des registres comme ça primaires, des registres de symbolisation primaire, d'accepter une relative désymbolisations. Je vais prendre l'exemple clinique à vous donner. Mon patient en entretien va prononcer un seul mot. Quel effet cela sur l'interlocuteur d'avoir une demi-heure quelqu'un qui dit un mot? Si on lui demande ce qu'il entend, ça veut dire rien. Si je dis ce que j'entends, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça va avoir un effet, moi, sur mon rapport à mon monde interne qui est effectivement extrêmement troublant. En même temps, moi je pense que c'est ce désarroi qui est une des conditions du déploiement d'un mouvement transférentiel. C'est parce que l'écoute est troublée face à cet égout qu'on peut être investi à ce moment-là. Pour moi, ce n'est pas un effet du mouvement transférentiel, c'est la condition d'être investi, d'accepter d'être troublé, d'accepter d'avoir perdu dans son monde interne, d'accepter de pouvoir se défaire d'une sorte de sophistication interne, d'outils psychiques élaborés, pour se retrouver aux prises avec un peu
des bases pour la psychique, transformer une matière brute et savoir comment arbitrer dans l'incertitude, qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de l'autre, la part de l'un ou la part de l'autre, reste en permanence à établir. Voilà, j'ai pu tenir un quart d'heure. Je vous remercie.